RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 6h45 sur RMC et RMC Découverte. On est avec Thierry Bedossa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes vétérinaire, vous êtes comportementaliste, vous êtes président de l'association Agir pour la vie animale. Et deux raisons pour lesquelles on voulait vous entendre ce matin. D'abord, l'affaire Elisa Pilarski et son chien Curtis qui est relancé, on va en parler dans un instant. Et puis la question évidemment de ces chevaux mutilés, des drames qui se multiplient et le ministre Gérald Darmanin qui se déplacera précisément sur cette question-là aujourd'hui. Mais on commence avec l'affaire Elisa Pilarski, peut-être relancée. D'abord, de quoi s'agit-il, Louis ? Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, 29 ans, est retrouvée morte dans une forêt de laine, victime de nombreuses morsures. Deux hypothèses se présentent alors aux enquêteurs. Soit c'est Curtis, son propre chien, qui l'a attaqué. Comme il était couvert de sang le jour du drame, c'est la piste privilégiée. Soit c'est une meute qui participait dans la même forêt à une chasse à courre qui se serait ruée sur elle. Des tests ADN ont été pratiqués sur 67 chiens. Nous en attendons encore les résultats. D'abord, attendu pour la fin juin, puis pour la fin août. Il devrait être connu avant le mois d'octobre. En attendant, l'ex-compagnon d'Elisa Pilarski continue de clamer l'innocence de son chien. Curtis est depuis 8 mois placé dans un centre animalier et son maître réclame sa libération. Première question avec vous, Thierry Bedossa. Est-ce que ça y est, pour vous, à partir du moment où hier, notamment dans les colonnes du journal du dimanche, un expert expliquait que Curtis serait bien à l'origine du décès, pour vous, ça y est, c'est réglé cette histoire ? Absolument pas. Non ? Absolument pas. Dans l'article du journal du dimanche, l'expert ne se base sur aucun fait étayé. Quand on essaie... Ça vous a choqué ? Ah oui, vraiment. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que c'est une espèce de dossier instruit à charge, en tout cas dans la presse. Parce que quand nous, on essaie d'évaluer la dangerosité potentielle des chiens qui ont mordu, on les observe en tenant compte évidemment du contexte dans lequel on les observe. Ce chien, il est depuis 9 mois dans 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, il n'est pas sorti. Aucun de ses besoins n'est satisfait, à part lui donner à manger, lui donner à boire. Mais c'est pas des conditions de détention qui permettent qu'on évalue les traits de personnalité saillants d'un chien. Donc vous seriez presque pour le libérer, pour pouvoir vérifier s'il est dangereux ou non ? C'est étrange quand même. Non, pas pour le libérer. En fait, je serais pour un hébergement sécurisé. Donner à ce chien une qualité de vie minimale pour qu'il se sente bien, pour plus qu'il soit anxieux, stressé, en détresse comme il doit l'être dans les espaces de fourrière dans lesquels il se trouve enfermé. Mais qu'est-ce qui vous fait douter du fait qu'il ait été à l'origine de la mort de sa maîtresse, alors que, comme le rappelait Louis à l'instant, il était lui-même couvert de sang et qu'elle avait appelé son compagnon juste avant en se disant inquiète du comportement de son chien ? C'est un accident dramatique, mais on nous avait promis, si vous voulez, il faut se baser sur des faits. Et les faits, par exemple, ce sont des résultats d'analyse d'ADN. Est-ce qu'on trouve sur la dépouille de cette pauvre Elisa, est-ce qu'on trouve des éléments de l'ADN de Curtis? Est-ce qu'on trouve des éléments de l'ADN des autres chiens? Et comment vous expliquez que 10 mois après, on n'ait toujours pas les résultats de ces tests ADN qui ont pourtant été pratiqués dans les heures qui ont suivi la mort d'Elisa? Je ne l'explique absolument pas, hormis qu'il doit y avoir une confusion énorme. Et a priori, si vous voulez, cette pauvre femme, il est à mes yeux impossible que, étant donné qu'elle avait autant de chiens autour d'elle, d'après les éléments qui ont été communiqués par les enquêteurs, il est absolument impossible que chacun des chiens, vous savez, les chiens ce sont des chiens, ils ont une carcasse ouverte à côté d'eux, c'est atroce de parler comme ça, mais ils vont tous aller lécher, flairer et y déposer des éléments Donc on ne saura jamais qui est celui de ces chiens Je crains qu'on ne le sache pas. Je crois que c'est un accident terrible, dramatique, mais je crois que les analyses ADN ne permettront pas de départager. Et ensuite, si vous voulez, vous avez évidemment des intérêts politiques. Il y a un pitbull, donc évidemment tout le monde va l'accuser. En plus, ce pitbull, il est immatriculé aux Pays-Bas et il est présent en France. C'est totalement illégal, sans qu'il y ait eu de déclaration préalable. Et puis vous avez de l'autre côté une meute de chiens de chasse à courre. La chasse à courre, c'est une vieille tradition en France, mais évidemment, il y en a aussi beaucoup à qui ça ne plaît pas. Et c'est aussi ça qui fait que ça a suscité autant de passion et que chacun veut lire dans ce fait. Bien sûr, mais à mon avis, il est totalement illusoire de vouloir faire peser sur cet unique chien la responsabilité, à partir des faits qui nous ont été communiqués, de la mort de cette jeune femme.
parce qu'il faut des faits. En fait, moi je trouve quelque chose, c'est bien en fait. On le considère comme un individu, on hésite à l'accuser, on hésite. Donc c'est bien, c'est de la considération pour un chien, mais il y avait plein de chiens autour de la dépouille de cette pauvre femme, et je ne pense pas que les éléments à notre connaissance permettent de statuer. C'est pour ça que ça prend tellement de temps.